8h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sergueï Girnov. Bonjour Clémence. Vous êtes un ancien espion soviétique et russe et désormais journaliste multimédia, en France, politologue, économiste et spécialiste en relations internationales et géopolitiques. Et vous présentez ce livre, L'éclaireur, du recrutement à la formation aux éditions Nimrod. Alors pour commencer, je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est que l'éclaireur. Justement, j'allais commencer parce que vous avez prononcé à plusieurs reprises le mot espion qui, pour nous, est considéré comme une injure presque. Enfin, c'est un mot très méchant parce que les espions, c'est toujours les gens d'en face. Les autres, oui, c'est vrai. Nous, on se méfie des espions étrangers. Voilà, c'est ça. Donc, et y compris même dans le code pénal. Dans le code pénal russe, il y a le crime d'espionnage. Et donc, quand on parle d'espion, c'est un traître en fait qui travaille pour le camp d'en face. Et nous, bien évidemment, on n'est pas les espions. Non, vous êtes des gens vaillants éclaireurs. Oui. On est les vaillants éclaireurs, on est des officiers de renseignement, on est des officiers de carrière qui travaillons dans le service de renseignement dans notre pays. Voilà, et donc du coup, d'où ce titre, l'éclaireur, qui est très joli en même temps. C'est dans le sens militaire, hein, ça veut dire l'éclaireur, c'est celui qui est sur la ligne de front, voire même au-delà de la ligne de front, vers les lignes ennemies, pour recevoir l'information, pour recueillir ce qui a été le cas de tous les gens qui partent à l'étranger, et ce qui n'était pas le cas, par exemple, pour Vladimir Poutine, qui n'a jamais devenu un vrai éclaireur. Bon, j'aimerais justement, avant d'arriver sur Vladimir Poutine, et peut-être un petit peu plus dans l'actualité, on peut retracer votre parcours. Dans votre livre, vous commencez même, vous êtes encore dans le ventre. Hein, le livre commence comme ça, et vous toquez à la porte, mais personne ne veut vous ouvrir cette porte, les portes des hôpitaux qui sont fermées. Là, vous avez une formule assez rigolote. D'ailleurs, vous dites, dans ce pays, malheureusement, une fois qu'on a eu le quota de naissance, on n'a plus le droit de naître. Finalement, les hôpitaux ferment parce que le quota est rempli. C'est ça. Ça commence comme ça. En fait, on suppose, parce que c'est mes parents qui étaient un peu lunaires aussi, parce qu'il y a ma sœur qui a eu la chance. En fait, on habitait dans le quartier qui est assez au centre de Moscou, et on avait une grande institution qui est le premier institut médical de la ville de Moscou. En fait, c'est une institution médicale, la première à Moscou. Et auprès de cette institution, cet institut, l'université, en fait, il y avait une maternité. Et ma sœur est née dans cette maternité en 60, Snegirevka. Donc elle était très, très connue, très réputée. Et c'était 5 minutes à pied de notre maison. La petite neige Voilà, c'est ça. Le nom de l'institut. Peut-être il y a aussi le petit oiseau, vous savez, le petit oiseau qui a la gorge rouge, bien sûr. La gorge rouge, très généreux aussi. Snegir, mais c'est bien en fait, c'est un truc qui est lié à l'hiver. Et donc ma sœur était née là-bas et mes parents se sont dit ça va continuer, hein, le deuxième et c'est la même chose. Donc ils arrivent la nuit devant le truc et les portes sont fermées. Et donc ça commence très très mal pour moi parce que moi je suis impatient quand même de venir à ce monde, de sortir du corps de ma mère. Et non, on m'interdit ça et donc il y a toute une aventure parce qu'il faut prendre un taxi, il faut négocier. Les taxis, c'est les bandits, c'est le marché noir. Parce qu'en fait, il y a une autre maternité qui est à 10 minutes à peine. Qui est une maternité beaucoup plus huppée pour les gens du parti. Mais Snigirovka, c'est très huppé aussi. Hein, mais la Grauermann, c'est le top de chez top. Hein, ça veut dire que c'est le gratin de Moscou. Nous, on est à côté. Bien évidemment, on est dans un arrondissement différent. Donc, du coup, commencent les négociations aussi. Pourquoi vous êtes là? Comment, etc. Voilà, et je raconte tout ça. Et le tout aussi se passe... Mais ce qui est marrant quand vous racontez ça, c'est un livre d'abord qui est très long, très fourni, très très riche, avec beaucoup d'anecdotes. Et pour ceux même qui veulent mieux connaître la Russie de cette époque, la fin de l'URSS et la Russie, c'est un témoignage vivant et très vivant dans le sens où c'est drôle, on s'amuse, on rigole beaucoup. On voit en effet cet enfant qui grandit dans ce monde et qui tente de le comprendre aussi. Et à ce moment-là, on voit tout de suite dans quelle ambiance vit votre famille, puisqu'il toque à la porte de ce deuxième hôpital puisque le premier est fermé. On leur dit non, il faut négocier. Et comment ils négocient? Ils sont obligés de prendre un témoin des gens et dire attention, parce que ça pourrait remonter jusqu'aux oreilles du parti, etc. Il faudrait tout de même pas. Et c'est tout de suite, vous naissez dans l'ambiance du doute, justement de l'espionnage, du rapport des uns sur les autres, de la dénonciation. Et voilà, donc ça met aussi dans le cadre. Aussi de manque, de marché noir, de compromission, parce que en fait le parti dit une chose, mais
dans la réalité, il se passe autre chose. Et en même temps, ça se passe le 17 avril. Ça veut dire que vous avez une grande opération qui est lancée par la CIA, de l'autre côté de la planète, à Cuba, donc dans la playa des Cochinos, dans la baie des Cochons. Et donc, c'est symbolique aussi, en fait. C'est vraiment... Et c'est la guerre. Là, on est en pleine guerre froide, 1961. Donc, en fait, c'est Khrouchtchev qui est à la tête de l'État, Kennedy qui est en face. Et donc, voilà. Donc, ça place tout de suite le truc. Mais vous avez raison. J'ai tenu énormément à raconter, en fait, le pays à travers mon histoire, parce que mon histoire, c'est bien évidemment une petite histoire, mais il y a tout le pays autour, et donc, en fait, qu'on connaît très mal, en fait. On connaît assez peu comment les gens vivaient, parce que nous, on est quand même les privilégiés. On est dans la capitale. Mes parents vont devenir ingénieurs dans une Silicon Valley soviétique. Une ville fermée, mais qui est une ville préservée des autres. Vous avez beaucoup plus d'alimentation, beaucoup plus de produits, beaucoup plus d'offres aussi culturelles, etc. Donc, vous êtes très gâtés finalement par rapport à d'autres. On est très gâtés et en même temps, même on a des privilèges extraordinaires parce que dans cette ville, on peut lire y compris la littérature anti-soviétique parce que comme ce sont les grands scientifiques, on ne peut pas leur interdire de réfléchir et de penser. Et donc le régime, en même temps, a trouvé aussi le compromis. Écoutez, tant que vous produisez les missiles, les tanks et l'électronique pour tout ça, lisez ce que vous voulez, racontez ce que vous voulez dans vos cantines. En fait, on s'en fout. Et ça, c'est tout le paradoxe que j'ai trouvé dans votre livre, qui est très, très intéressant. Depuis le début, en effet, avec votre famille, vous avez cette ouverture sur l'Occident. Vous le racontez notamment avec d'abord cette ville, cet accès à la culture que d'autres n'ont pas. Et puis ensuite, vous avez une professeure d'anglais qui, elle, vous ouvre. Vous pouvez écouter les Beatles ou d'autres. Je crois les Beatles aussi, vous pouvez les écouter. Oui, bien sûr. Ouais. Et encore d'autres de chansons qui, d'un seul coup, qui vous ouvrent à un monde totalement différent de celui que vous entendez. Vous regardez aussi, vous racontez une compétition olympique qui se passe. Les Olympiades, ça s'appelle les Olympiades. Oui, mais c'était à Genève, là, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, les Olympiades, c'est des trucs qui étaient organisés dans toutes les villes. Oui, mais je parle pas de la même chose. Mais alors, racontez les Olympiades en anglais, c'est ça? Ça, c'est les Olympiades de linguistique. Oui, de linguistique. Il y en avait en toutes les matières, mais moi, j'ai gagné les Olympiades en linguistique dès que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et ce que je savais pas, c'est qu'en fait, les lauréats de ces Olympiades rentraient tout de suite dans la base de données du KGB pour les futurs candidats éventuels pour les services d'espionnage. Ça, c'est le basculement de votre vie vers le côté, on va pas dire espion, mais éclaireur, en tout cas KGBiste. Au départ, sans même que vous ne soyez au courant, finalement, vous êtes suivi, vous êtes un petit peu testé. Et puis, petit à petit, vous avancez dedans. Vous êtes aussi, comme vous êtes bon à l'école, vous êtes un bon, d'abord, atlichnik. C'est ça. Donc, ça veut dire atlichna, ça veut dire très bon. Donc, ça veut dire excellent, c'est la meilleure note. En fait, on est noté sur 5. Donc, mauvais, très mauvais, mauvais, satisfaisant, bien et excellent. Donc, les notes, et donc ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5. Et quand on reçoit que les 5, c'est les excellents, on devient atlichnik. Voilà, donc vous avez un parcours d'écolier qui commence fort. Vous êtes très bon en langue, donc vous êtes repéré. Et alors, racontez-nous un petit peu comment ça évolue cette carrière. La carrière, ça évolue. Donc, à part les études, on est tout de suite encadré aussi politiquement, idéologiquement. Ça veut dire, dès qu'on rentre dans l'école, on est encore tout petit, on rentre à l'âge de 7 ans. Chez nous, on suit toute la scolarité dans le même bâtiment. Mais c'est à peu près le même principe qu'ici. Ça veut dire l'école élémentaire, maternelle et élémentaire, puis après école secondaire, et puis après le lycée. On a 2 années de lycée à la sortie. Et en fait, on est bercé par l'idéologie dès le jeune âge. Vous rentrez, vous devenez déjà membre d'Octobristes, Actibriata. Ça veut dire les petits politisés. Non, même pas avant scout. Avant scout, c'est les petits enfants d'octobre. Ça veut dire en fait, vous commencez déjà à vous organiser. On organise déjà les petites réunions après l'école, après les études. Et puis à l'âge de 10 ans, là, vous devenez les scouts, les vrais scouts, les pionniers, qui sont exactement la même chose qu'en France, les scouts, sauf qu'on met le foulard rouge et puis c'est une mentalité idéologique qui est autour. Sûr. Donc on remplace Jésus par Lénine, ou par Karl Marx, et voilà, donc on devient jeune pionnier. Et le truc aussi, c'est que mon école, c'est un grand lycée. Donc il y a 2000 personnes qui font les études dans ce lycée. Et le parti me choisit à l'âge de 14 ans pour devenir le chef de scout de ce lycée. Et je me retrouve colonel, commandant 1400 personnes à l'âge de 14 ans. Et vous avez d'ailleurs une petite carte qui prouve que vous êtes
êtes ce chef-là, et ça vous donne aussi, vous commencez à avoir accès à certains privilèges. En tout cas, quand vous avez des petits problèmes, ça peut arranger les problèmes. Bien évidemment, parce que le parti vous suit, donc il vous aide à résoudre les petits problèmes. Bon, après, il y a la débrouille issue de la famille. Bien sûr. Mais surtout, ça vous ouvre après les voies royales vers les carrières qui sont les carrières plus intéressantes, peut-être plus importantes, et entre autres vers l'université que je vais faire, qui s'appelle l'UMGIMO, l'Institut d'État des Relations Internationales, qui est placé sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères et qui donne la possibilité à tous ceux qui acquièrent cette formation de partir à l'étranger. Ça veut dire vers les pays capitalistes pourris, dans notre langage, en fait, vers l'ennemi. Mais en même temps, ça vous ouvre aussi la possibilité de vivre la belle vie. Mais c'est tout le paradoxe, encore une fois. Je voudrais bien qu'on creuse un peu cette question. C'est-à-dire que je vais vous poser la question pour vous, et puis plus généralement, toutes ces personnes, tous ces éclaireurs je pense que vous comprenez assez vite qu'avec vos langues, avec le fait que vous soyez chef des pionniers, et puis voilà, cette évolution que vous faites, ça va vous ouvrir des portes que d'autres n'auront pas, et certains privilèges que d'autres n'auront pas, celui notamment de partir à l'Ouest. Tout ça pour lutter contre l'Occident. Et c'est tout le paradoxe, en fait. Quel était à ce moment-là votre vrai positionnement ? Est-ce que vous faisiez ça dans votre intérêt personnel pour réussir à arriver en Occident, ou est-ce que vous vouliez quand même vraiment servir votre pays ? Est-ce que vous étiez même vous-même au clair avec vous dans ces questions-là ? Non, j'étais à la limite, j'étais déjà au clair dans le sens que je ne faisais pas d'idéologie, je n'y croyais plus. Parce que déjà à l'école, j'ai eu une autre grande chance. Mon prof d'histoire géo, qui était un professeur, j'ai compris des années plus tard qu'il était un dissident. Et donc déjà, lui, il nous poussait à réfléchir. Parce que d'habitude, dans les cours d'histoire, vous apprenez les choses qui sont écrites dans les manuels, vous les récitez, tout va bien. Et en fait, lui, nous poussait, nous faisait lire les œuvres de Lénine. Et d'ailleurs, j'ai découvert que le plus grand anti-soviétique, c'était Lénine, déjà, pour commencer. Parce qu'à la fin de sa vie, il a écrit des choses critiques, très, très critiques par rapport à ce qui se faisait. En plus, je vivais à Zélénograd, ville fermée, mais ville libre à l'intérieur. Et donc, du coup, j'y croyais pas du tout lorsque je suis arrivé déjà en MGIMO, mais il fallait jouer le jeu. Donc on joue le jeu, quand il y a des réunions de parti ou de Komsomol, on prononce les beaux discours, mais à l'intérieur de soi-même, on dit qu'on va partir à l'étranger, on va découvrir la belle vie. Et d'ailleurs, le paradoxe, il continue, parce que vous savez, le plus grand nombre de traîtres que l'Union soviétique a fourni, ce sont les éclaireurs, ce sont les gens qui travaillent dans les services secrets. Parce que justement, en fait, non seulement ils partent à l'étranger, mais en plus on leur donne des clés de tromperie, parce que c'est un métier de dupe, on est toujours dans un double discours, voire triple. Triple discours, quadruple discours, effectivement. Et en plus, on vous donne la technique, comment mieux tromper l'ennemi. Donc, à un moment donné, si vous êtes intelligent, vous vous dites, je peux tromper aussi le parti. Mais vous êtes vous-même testé d'ailleurs très régulièrement. On vous teste. Il y a notamment cette histoire de la carte postale que vous recevez qui vient d'une Française, parce que vous servez, comme vous êtes très bon en langue, vous servez d'interprète pour les étrangers, notamment français qui viennent. Prétendument d'une Française, parce qu'en réalité, c'est une carte, c'est un piège. Et comme vous ne l'avez pas révélé au parti, là quand même, on se dit surtout au KGB, parce qu'en fait, le KGB, c'est une mafia, et il faut bien comprendre que c'est une mafia qui fait une activité interdite, criminelle, à l'étranger. Donc, dans tous les pays où on est, on fait une activité criminelle. Mais dans cette mafia, en fait, c'est comme à la vraie mafia. On vous dit, vous pouvez faire ce que vous voulez aux ennemis de notre clan, mais à l'intérieur, vous devez garder la confiance totale du chef de clan et devez raconter tout au chef de clan. Et voilà, au KGB, c'est la même chose. Ça veut dire que vous devez être absolument sincère et ouvert par rapport à votre service, y compris quand vous commettez des fautes ou quand il y a des trucs, des choses difficiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils testent. Donc en fait, ils créent les situations dans lesquelles vous avez un choix, soit de le dire, soit de ne pas dire. Et ils attendent.
Et en fait, ce que je raconte aussi dans ce livre, c'est qu'ils sont très pernicieux dans ça. Parce que, en fait, moi, entre guillemets, j'ai raté ce test. Et eux, ils savent que j'ai raté le test. Parce que, en fait, quand j'ai reçu cette carte, j'aurais dû tout de suite composer un numéro de téléphone de mon officier traitant et dire, voilà, j'ai reçu un truc, ça vient de l'étranger, c'est bizarre, et je t'informe. Et en fait, moi, j'ai perçu tout de suite que c'était un test, en fait, parce que j'ai vu que je me suis souvenu que, par exemple, cette Française qui, soi-disant, m'aurait envoyé cette carte, en réalité, n'avait pas mon adresse. Alors pourquoi vous ne l'avez pas signalé ? Et parce que, justement, je me suis dit, le KGB me prend pour un imbécile. Ah oui. Et donc, du coup, pour l'instant, je vais rien dire. Oui, c'est ça. Et quand ils vont revenir vers moi, etc., je leur dis, écoutez, vous me croyez quoi ? Vous croyez que j'ai pas compris que ça venait de vous ? Donc, pourquoi j'allais vous raconter ? Puisque, en fait, si je vous raconte, vous allez me prendre pour un débile parce que je cours. Voilà. Donc, en fait, et ce qui m'a sauvé aussi, en quelque sorte, parce que quand cette conversation aura lieu, ils n'auront pas d'argument. Ils me diront tout simplement que t'as pas respecté le protocole. Mais je leur ai répondu, écoutez, si le protocole est débile, moi je vais pas respecter tous les protocoles débiles que vous m'imposez. En fait, il y a ça veut dire déjà que vous avez votre propre réflexion, ce qui peut être dangereux. Absolument. Alors racontez-nous un petit peu rapidement, parce qu'après il faut quand même qu'on arrive jusqu'à Vladimir Poutine. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à raconter dans votre livre, mais l'école de la forêt. Ouais. L'Institut Andropov, racontez comment ça se passe, parce que ça, c'est incroyable. L'école de la forêt, c'est l'école, alors vous n'avez pas le mot espion, c'est l'école des éclaireurs. C'est ça. D'élite, c'est vraiment les meilleurs. C'est l'école où on forme les officiers de renseignement extérieurs. Ça veut dire donc que Vladimir Poutine, il n'a pas été envoyé à cette école-là. Si, il a été envoyé. D'ailleurs, on est rentré la même année, en 1984. Mais il me semble que le car tourne avant et il prend pas la même direction que vous. Non, parce que en 1984, moi, j'ai terminé à l'Homme Guillemot et j'ai travaillé une petite année au ministère du Commerce extérieur. Donc là, je termine ma pré-formation avec le KGB et je dois rentrer dans cette école pour faire la vraie formation pour le service extérieur. Poutine, à cette époque-là, il a 9 ans de plus que moi. Donc, il a 9 ans de plus de service au KGB. Ça veut dire qu'il est à Leningrad, dans une ville provinciale, où il travaille dans les organismes territoriaux du KGB. Donc, la police politique et le contre-espionnage et l'essai de la sécurité. Et il tire la carte aussi de loterie parce qu'on l'envoie à Moscou pour une autre formation qui va lui donner la possibilité de partir à l'étranger. Et c'est là qu'on se rend compte, c'est déjà notre deuxième rencontre, donc on ne va pas tout raconter parce que le livre est très, très dense. Et donc... mais juste la première rencontre, juste pour faire une parenthèse, il ne vous a pas fait un grand effet déjà dans cette première rencontre, hein, disons qu'en 1980, on a eu la première rencontre assez désagréable puisque c'était les Jeux Olympiques. Moi, j'étais étudiant. Lui, il était aussi envoyé pour les services de sécurité pendant les Jeux Olympiques de Moscou. L'ambiance est particulière. Il y a le blocus déjà parce que l'Union soviétique a attaqué l'Afghanistan. Donc, les États-Unis boycottent ces Jeux. Enfin, l'ambiance est très, 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 très tendue. Et dans cette ambiance, moi, j'ai eu une conversation très longue avec un Français qui ne me plaît pas parce que pendant 2 heures, je parle au téléphone et on me dit qu'est-ce que tu peux raconter pendant 2 heures. Donc, c'est un ennemi, toi, tu es un traître. Et donc, du coup, je me retrouve interrogé par certains Vladimir Poutine et donc, ça, c'est notre petite rencontre désagréable. Mais en même temps, en fait, lui, il me met la pression en me disant, voilà, je vais peut-être prendre du galon si j'obtiens de lui des aveux, mais il ne sait pas sur qui il tombe parce que un étudiant d'Homme Guillemot, c'est comme un énarque. Ça veut dire un énarque qui tombe dans un commissariat de quartier. Vous imaginez qu'il envoie le policier royalement là où il pense. Voilà. Et donc, je ne me laisse pas faire. J'ai mes entrées aussi, donc je peux me défendre. Et du coup, je crois qu'il n'a pas aimé ça, moi non plus. Donc voilà. Et en 1984, du coup, on se retrouve au même endroit, sur un grand parking du stade de Luzhniki. Donc, en fait, on se reconnaît. Et là, je ricane un peu en disant, cette fois-ci, on est du même côté des barricades. Donc voilà. Et puis après, lui, il part parce qu'il va faire une année d'études à la faculté de Balachikha. Et moi, je vais passer 3 ans à Chelyabinskoye, puisqu'on m'a donné à apprendre une nouvelle langue. Mais en revanche, ce qui est important pour nous, pour connaître actuellement le Vladimir Poutine actuel, c'est que lorsqu'il finit son année de formation, l'école d'espionnage lui dit, on n'en veut pas de toi.
parce qu'on a constaté pendant les études que vous avez, monsieur Poutine, un défaut, camarade Poutine, on ne disait pas monsieur, vous avez un défaut, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à mesurer le danger dans les décisions que vous prenez et les conséquences dangereuses pour vous et pour le service. Et donc, du coup, le service de l'espionnage extérieur ne le retient pas à Moscou, ne le prend pas dans le quartier général à Yasenevo, le renvoie à Leningrad. Et maintenant, on constate que finalement, ce service avait peut-être raison. Et comment il est arrivé finalement alors au pouvoir si à l'époque il a été recalé? Parce que il a été utilisé, c'est aussi une histoire de... Oui, ça veut dire qu'en fait, il a été au bon endroit, au bon moment, à chaque fois. Et puis après, il avait quand même des qualités dans le sens où c'était... stratégique, on peut dire oui. Au début tactique, parce que donc en 1990, c'est la dislocation du RSS, c'est la démocratisation, la perestroïka de Gorbatchev, etc. Et donc, on commence à organiser les vraies élections. Il y a une vraie élection démocratique qui est organisée à Saint-Pétersbourg. Anatoly Sobchak devient maire démocratiquement élu. Le protecteur de Vladimir Poutine. Et en fait, Anatoly Sobchak, c'est l'ancien professeur de droit à l'université de Leningrad qui a eu Poutine comme élève. Et en fait, il le prend comme petit secrétaire. Ça veut dire Poutine lui porte ses valises, lui verse son verre d'eau, lui retient son taxi. Voilà. Mais il est au bon moment, au bon endroit. Oui. Et Sobchak le lance dans la politique, et puis après, il prouve à chaque fois, à ses supérieurs cette qualité d'être bien, d'être discret, d'être discipliné. Et donc après, il devient directeur du FSB, Premier ministre et président. Alors, on a très peu de temps, je voudrais qu'on revienne sur vous, parce que justement, vous n'aviez pas ces qualités de discipliné, etc. D'ailleurs, vous le dites dès le début, vous vous habillez en beige, alors quand vous dites vous habillez en gris. C'est ça. Très drôle, vous arrivez à l'ENA, et à l'ENA, je sais plus, ils sont deux, il y a notamment le secrétaire, l'un des directeurs de l'ENA qui dit non, mais il faut se méfier, parce que vous êtes plusieurs Russes à arriver dans cette nouvelle génération, il faut se méfier de l'autre, là, qui a une tête un peu, qui regarde un peu en biais, qui a l'air un peu spécial, mais en revanche, Sergueï Girnov, qui est sympathique comme tout, qui rigole, qui est joyeux et qui est habillé un peu à l'occidental, mais lui, il n'y a aucun souci à se faire, ça c'est vraiment drôle. Et voilà, ça résume assez bien aussi la naïveté française peut-être. Non, c'est pas la naïveté française, mais c'est les mythes qui circulent sur l'espionnage. En fait, on a un tout petit peu ce portrait de Russe taciturne avec les dents en acier, etc. Et en fait, l'espion, c'est la personne la plus joyeuse, la plus sympathique. Donc un vrai Sergueï Girnov. Méfiez-vous des gens sympathiques. Et méfiez-vous de Sergueï Girnov, parce que j'ai oublié de vous poser cette dernière question, vous allez devoir répondre par oui, par non. Mais est-ce qu'on n'est pas toujours espion dans sa vie? Non, on peut couper avec ça. Ça c'est aussi un mythe, et je vous jure que je le suis plus. Mais plus je vous le jure, moins vous me croirez. Merci beaucoup, Sergueï Girnov, auteur de ce livre, L'éclaireur du recrutement à la formation, aux éditions d'Imrod. Un livre vraiment à lire absolument passionnant. Merci à vous tous, en tout cas. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.